Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Le 18h Éco, le magazine économique qui ne se laisse pas déborder par la crise. C'était le 17 mars dernier, nous recevions Laurence Werner, représentante en Pays de la Loire de l'association Femmes Chefs d'entreprise, un réseau pour inciter les femmes à prendre davantage de responsabilités dans un monde économique, il faut bien le dire, très masculin. Et puis, reportage à Londres, chez Bayver, le fromager de Mashcou a mis 4 ans pour trouver la bonne recette dans l'assiette anglaise. Bonjour à vous et bienvenue dans notre 18h Éco de la semaine avec Yannick Lenné. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cécile. On va commencer bien sûr avec un tour de l'actualité et on commence par la région des Pays de la Loire qui lance un grand plan de soutien à la filière aéronautique. Aéro 2030, c'est le nom de ce plan. Il sera opérationnel en septembre prochain. La collectivité promet d'apporter 300 à 400 000 euros pour accompagner les entreprises du secteur aéronautique, qui représentent quand même 25 000 emplois en Pays de la Loire. Il s'agit globalement d'aider les PME à préparer l'avenir, c'est-à-dire les aider à investir, à recruter, à former les salariés. Il s'agit aussi de les aider à prévenir les coups durs en poussant les entreprises à la diversification. La bonne pratique de la semaine, ça se passe chez le groupe Alio et c'est un exemple à suivre. Oui, le patron Gérard Alliot, 65 ans, passe la main. Il y a toujours un risque de déstabilisation quand le dirigeant historique s'en va. Mais ici, la reprise a été préparée de longue date et c'est une PME de Mauves-sur-Loire, Loire-Tech, qui va récupérer l'activité aéronautique du groupe Alliot, situé à Malville, avec le soutien d'un fonds d'investissement régional. Une transition a priori en douceur pour les 100 salariés qui vont changer de patron. On reste dans l'aéronautique, ça va être le cas d'ailleurs, encore avec quelques actus. En tout cas, là, on va parler de belles perspectives pour Figeac Aéro. Ce sous-traitant basé dans le Lot a ouvert il y a quelques mois une usine à Montoire de Bretagne pour être plus près des donneurs d'ordre. Ils viennent de livrer la semaine dernière un premier plancher d'A350 à leurs clients, Spirit, sous-traitant d'Airbus. Figeac Aéro emploie aujourd'hui à Montoire une vingtaine de salariés, mais avec la montée en cadence de toute la filière aéronautique dans notre région, le groupe envisage d'embaucher 80 personnes supplémentaires d'ici 3 ans. Et puis on termine avec Airbus où le climat social semble s'apaiser. Oui, depuis plus de 2 semaines, des centaines de salariés observaient des débrayages de 2 heures par jour sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire. Ils protestaient contre une réorganisation des horaires de travail. Les syndicats ont suspendu le mouvement au début de cette semaine. La direction d'Airbus a promis de les recevoir. Objectif emploi, c'est tout de suite maintenant. Alors quand on cherche un emploi, et notamment quand on est un petit peu jeune, c'est pas plus mal de commencer à avoir une idée précise de l'emploi que l'on vise et qu'on avait à l'esprit. Et il y a des outils pour ça, notamment une plateforme internet qui s'appelle Un Jeune Un Pro. Imaginez cette plateforme par l'association de Rezé Escalade Entreprise, un site pour faciliter la rencontre entre un jeune de 14 à 26 ans et un professionnel. Le jeune s'inscrit sur le web, rentre en contact avec le pro qui va ensuite le recevoir sur son lieu de travail. Et ça marche puisque l'an passé, en tout cas, une 50aine d'entretiens entre jeunes et professionnels ont pu avoir lieu. Et ça va continuer encore en 2015. Nous avons ces rencontres vont se poursuivre et nous avons justement demandé à des élèves de première qui sont en option audiovisuelle au lycée Guisteau de suivre et de filmer quelques-unes de ces rencontres entre un jeune et un pro. Voici celle entre Marius, qui est en terminale au lycée Carquette, et un avocat pénaliste. Je m'appelle Marius Chatet, je suis au lycée Carquet en terminale ST2S. Je me suis inscrit sur un jeune impro pour avoir un complément d'information sur mon orientation. J'aimerais travailler dans la justice, mais c'est un domaine que je ne connais pas. Alors un professeur m'a conseillé de m'inscrire sur cette organisation. Donc j'ai été sur le site, je me suis inscrit et j'ai très vite été recontacté, c'est très facile. Et aujourd'hui, je suis là pour rencontrer un avocat, lui poser des questions et avoir des réponses à toutes mes inquiétudes sur mon parcours professionnel futur. Bonjour. Je vous laisse monsieur dans mon bureau. Oui. Rentrez, installez-vous. Merci.
Alors, j'aimerais m'orienter dans les métiers de la justice et j'aimerais savoir quelles sont les études post-bac qui sont les plus envisageables pour entrer dans ce milieu. Nécessairement, il faudra passer par l'université et par la faculté de droit. Quelles sont les qualités pour travailler dans le milieu de la justice? Parmi les qualités qu'il faut avoir pour exercer un métier dans la justice, que ce soit magistrat, que ce soit avocat, que ce soit greffier, la principale qualité, c'est la rigueur, puisque dans chacune de ces professions, il vous sera forcément demandé d'avoir une grande rigueur, la même rigueur qu'on attendra de vous de toute façon pendant vos études. On croit souvent aussi que, notamment pour être avocat, il faut avoir l'aisance de s'exprimer à l'oral, savoir pratiquer ce qu'on appelle l'art oratoire. En fait, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience professionnelle et plus que l'aisance à l'oral, la qualité de l'écrit est sans doute plus importante, c'est-à-dire savoir rédiger de manière argumentée. C'est des choses qui s'apprennent également à l'université, bien sûr, mais la qualité de l'écrit est quelque chose de très important. Cet entretien, je retiens que ça me plairait bien d'être avocat. C'est une discipline que voilà, j'ai découvert, j'ai approfondi, qui me plairait. Mais bon, ça consolide aussi toutes mes inquiétudes sur la fac de droit, toutes les difficultés qu'il y avait. Ce que je retiens aussi, c'est la facilité d'échange que j'ai eu avec le professionnel. C'était facile de parler avec lui. Voilà donc pour ce premier numéro du partenariat avec le lycée Guisto, puisque ce sont des élèves, vous l'avez dit, en première au lycée Guisto en audiovisuel qui ont réalisé ce reportage, et avec l'association Escalade Entreprise. On aura 3 autres numéros qu'on vous présentera dans ces prochaines semaines. Et puis si vous voulez vous inscrire à un jeune impro, il y a un site internet qui s'inscrit là sur l'écran. N'hésitez pas. On va passer au reportage de la semaine. Et vous avez voyagé pour nous. Let's go to London. Yes. Je vous emmène au cœur de la capitale britannique, chez Bayver. Le célèbre fromager basé à Mashcou est une marque aujourd'hui reconnue dans l'Ouest et aussi à Paris, avec une vingtaine de boutiques au total. Un groupe familial de 270 personnes et qui pèse plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc une filiale à Londres, la seule à l'étranger. Au démarrage, en 2010, ça a été un peu difficile et il a fallu quelques réglages pour trouver la bonne recette. À 2 pas du célèbre magasin Harrods, dans une rue du cœur de Londres qui évoque le sud de la France. C'est là que s'est installé il y a un peu plus de 4 ans le fromager Bayver. Qu'est-ce qu'il en est des produits maison, les petits mâche-coulets, Toujours très apprécié, Très apprécié, ouais. Des brins de noix. Le secret du couvent aussi, il tourne bien celui-là. Aux côtés des produits maison, surprise, des bouteilles de vin, il a fallu s'adapter au goût de la clientèle britannique. Dans l'esprit de nos clients anglais, on achète du vin et du fromage et pas forcément du fromage et du vin. Et c'est une des erreurs d'appréciation qu'on a fait au départ. Donc on a créé un partenariat avec une entreprise locale. Un importateur de vins et spiritueux, grâce auquel le fromager de Mashcou a fait évoluer sa boutique en bistrot et produits frais. Cependant, l'essentiel de l'activité de Bayver au Royaume-Uni n'est plus dans cette vitrine. Après 2 ans d'exploitation, le français a changé totalement de stratégie et mise aujourd'hui sur le commerce de gros. On est parti sur une base justement de magasin telle qu'on l'a toujours faite de l'autre côté de la Manche. Et en fait, on s'est aperçu, après 1 an et demi, 2 ans d'exploitation, que le vrai potentiel, il était dans la fourniture des hôtels de luxe, des restaurants de luxe et des grands magasins qu'on va retrouver à Londres et aux alentours. Et aujourd'hui, ça représente 100% de mon activité. On a un dépôt à Wimbledon, un bureau à Wimbledon, des chauffeurs, une équipe de préparation et de prise de commande. Pour la première fois depuis 2010, Bayver London est une affaire sortie du rouge. Une première expérience de filiale à l'étranger qui donne enfin toutes ses promesses. Le groupe de Mashcou peut envisager d'autres ouvertures dans le monde.
Allez, on revient en France chez nous et c'est le moment de recevoir notre invité. Nous accueillons Laurence Vernet cette semaine. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise pour la région des Pays de la Loire. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, vous avez 42 ans, vous êtes avocate, vous dirigez un grand cabinet de 80 collaborateurs, le cabinet Sage, spécialisé dans l'accompagnement de TPE et de PME. Vous venez donc de prendre la présidence d'un nouveau réseau d'influence de femmes en Pays de la Loire. Le réseau s'appelle Femmes Chefs d'entreprise. C'est une organisation nationale qui existe depuis 70 ans et qui vient de lancer officiellement sa délégation dans notre région. C'était le 12 mars dernier, c'est tardif. Pourquoi si tard chez nous alors que pourquoi ça existe 70 ans d'attente? Je ne sais pas. Je n'ai pas tellement d'explications particulières. On avait posé la question d'ailleurs quand on a souhaité rejoindre ce réseau national. Pourquoi pas de présence dans les Pays de la Loire, ni en Bretagne d'ailleurs. Et je n'ai pas eu de réponse particulière. Je pense que c'est l'histoire. Personne n'a levé le doigt, sans doute, pour le prendre en main. Alors, ce réseau existe maintenant. Il a été créé il y a 1 an. Il Exactement. est officiellement lancé là, depuis une semaine. Une 50aine d'adhérentes, c'est bien ça. Qui sont ces adhérentes? D'où viennent-elles? Alors, on a 35 adhérentes femmes qui font partie de Nantes et de la région nantaise, qui sont déjà des femmes qui sont sorties du stade de la création d'entreprise. Et on a une quinzaine de Vendéennes. Donc, on est principalement présente aujourd'hui sur la Loire-Atlantique et sur la Vendée. Elles sont toutes chefs d'entreprise? Elles sont toutes chefs d'entreprise, oui. Tout type d'entreprise? Tout type d'entreprise, service beaucoup. Les femmes sont beaucoup sur les services, mais on n'a pas que. On a des femmes dans le bâtiment, dans le négoce. Voilà, on a des femmes sur toute typologie d'activité et toute taille. Il faut dire la chef d'entreprise, le chef d'entreprise, l'entrepreneur avec un E. Ouais, je sais pas. Oui, alors, oui, chef, je sais pas si c'est un terme hyper heureux, avec 2 FE, pourquoi pas. Ouais, bon, ça fait un peu scout tout ça. Non, entrepreneur avec un E, oui, entrepreneur avec un E, oui. Alors, on a encore un réseau, on a dit encore un réseau de femmes chefs d'entreprise. Surtout moi qui l'ai dit, Nantes. je vais être honnête. C'est surtout moi qui vous ai dit, Yannick, encore un réseau Il y a de femmes. Business au féminin, Atlantique Pionnière, et puis il y a aussi les fameuses. C'est une sorte de ou féminin sur la place nantaise. Ouais. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se pose ces questions-là quand ce sont des réseaux masculins? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça répond à un besoin, puisque spontanément, en fait, la demande est là. Existe-t-il des réseaux masculins pendant des années, revendiqués comme réseau chef d'entreprise homme? Écoutez, la plupart des adhérentes, en tout cas, qui font partie de ce réseau, font partie d'autres réseaux comme moi. Et nous sommes largement minoritaires. Oui. Largement minoritaires. Donc voilà. En tout cas, ça répond, c'est sûr que ça répond à un besoin. Les femmes viennent spontanément. On a spontanément eu envie de créer ce réseau et de se rassembler autour. Je pense que les femmes, c'est assez fréquent, ce besoin de se retrouver aussi entre femmes. On parle de complicité féminine, c'est sans doute vrai aussi pour le business. Donc voilà, ça s'est fait, en tout cas ça répond à une demande aujourd'hui. Et donc le réseau a un objectif, au-delà de ce partage de bonnes pratiques, d'expérience, et puis de complicité, et puis aussi de se rassurer parfois sur ces postes. Comme vous l'avez dit, les femmes sont quand même minoritaires à la tête des entreprises, ça c'est clair. Pour autant, est-ce qu'il y a des objectifs concrets, des revendications, Oui, alors on n'a pas de... Des batailles. Oui, alors non, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de militantisme particulier, sauf celui de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et de donner et de rendre visibles des modèles féminin de femmes chefs d'entreprise, puisqu'on fait notamment avec l'association 100 000 entrepreneurs, on a des actions dans les écoles, dans les collèges, etc., et même chez les étudiants, et quand on leur pose la question, pour vous, un chef d'entreprise, ça ressemble à quoi? On a rarement une femme, on a plutôt un homme avec une grosse voiture, etc. Donc voilà, donc ça on est permet... encore dans ces clichés-là? Ah oui, complètement. Alors là, c'est une certitude. Même auprès des jeunes générations Oui, même auprès des jeunes générations. Donc c'est vrai que l'idée, déjà, c'est effectivement à travers le réseau, en tout cas sur l'externe, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, de donner des modèles à nos jeunes et nos jeunes femmes principalement, et de leur dire que c'est possible d'être une maman et de gérer aussi une entreprise. Au-delà de ça, l'association a effectivement une différence par rapport aux autres, puisque au-delà d'être un réseau d'affaires, d'entraide, de formation et d'information, c'est un réseau qui permet aux femmes et qui fait en sorte que les femmes puissent accéder à des mandats, donc à prendre part aux institutions économiques et sociales. Par exemple, on parle de quelle institution dans ces cas-là? Donc là, on parle des tribunaux de commerce,
commerce, des chambres de commerce, on parle aussi des prud'hommes, on parle de l'URSSAF, etc. Tous ces mandats, en fait. Et elles Et sont aujourd'hui, combien, c'est pas le cas, ouais. elles sont peu nombreuses. Non, alors aujourd'hui, on a à peu L'URSSAF, près- il y a une femme qui dirige. Oui, ah, mais on en a quand même. Ah hein. oui. On a 6%. Donc, 6%. c'est pas 6%. zéro. 6%. C'est pas zéro. Mais on a 28% des femmes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise, en tout cas entrepreneurs, et on n'a que 6% des instances représentatives. Donc on se dit que ce serait au moins bien d'atteindre quasiment les 30% pour que la proportion hommes-femmes chefs d'entreprise soit respectée dans les mandats. Et comme- Pourquoi c'est important pour les femmes d'être présentes dans ces instances? Mais c'est aussi important pour les femmes, monsieur, que pour la France et que pour la représentativité des sensibilités, des façons de voir les choses. C'est représentatif j'ai envie de dire, du panel des chefs d'entreprise. Donc il faut que dans les instances, on retrouve cette représentativité. Et comment on fait? Parce que donc voilà, votre réseau vise à augmenter cette représentativité-là, mais pour ça, il faut la complicité aussi des hommes qui sont majoritaires en face, hein, clairement. Donc c'est quoi? C'est un travail d'acculturation Exactement. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ces mandats, il faut être près de tous les syndicats patronaux et fédérations patronales. Donc une des premières choses qu'on a commencé à faire au niveau du bureau l'année dernière, c'est de présenter l'association à des organisations de type fédération, CGPME, MEDEF, etc., pour leur dire, voilà, on existe, il y a des femmes chefs d'entreprise. Quand vous devez, Et après, à eux de... exactement. Et à eux de donner envie aux femmes de prendre des mandats et de lever le doigt. On parle souvent dans les freins pour l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans les entreprises ou dans les instances comme celle-ci. On parle souvent de l'autocensure. Vous y croyez? Oui. C'est une réalité? Oui, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que les femmes, d'emblée, même quand elles se positionnent sur la création, elles ne se positionnent pas d'emblée sur une création de 30, 40, 50 salariés. Elles ont une ambition beaucoup plus mesurée, souvent. Et effectivement, même pour accéder à la création, elles ne se sentent pas toujours capables. Et elles s'autocensurent déjà, parce qu'aujourd'hui, même si c'est encore le cas, on est moins dans le cliché de la femme à la maison uniquement à gérer les enfants, etc. Oui, les femmes travaillent plus. Voilà, on a forcément un petit peu ça dans notre culture et dans notre ADN de femme, mais globalement, c'est plutôt elles qui s'autocensurent sur le sujet. Et vous, sur ce thème-là, vous êtes dans quelle position? C'est un combat pour vous Moi, que vous menez? perso Oui. ou pour l'association? Oui, pour l'association et pour, moi, pour vous. moi, je retrouve un sens. Sinon, j'aurais pas pris la direction de ce réseau sur les Pays de la Loire. Je retrouve un sens à titre perso, mais je crois que j'ai surtout envie qu'on ait plus de femmes qui puissent accéder à ces postes-là et plus de femmes qui se fassent plaisir. Et puis, en plus, il y a une réalité économique. Plus de femmes chefs d'entreprise, c'est plus de création d'emplois, c'est plus tout ça, c'est des femmes qui se créent leur emploi et qui vont en créer d'autres. Donc, c'est un vrai besoin économique. C'est parfait. Merci beaucoup, Laurence Vernet. Vive les femmes. Merci, Yannick, de nous avoir permis de le rappeler. Et les hommes aussi, mais alors. bien sûr, tous ensemble, tous ensemble. Allez, à la semaine prochaine. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.